monde. Je suis vraiment heureux de partager un peu de temps avec vous aujourd'hui, puis des passionnés de sport. Donc c'est toujours un plaisir de partager ce que l'on fait et les réflexions qui sont les nôtres. Petit avertissement, alors oui, je suis professeur de droit. On ne fera pas un cours de droit ici, je vous rassure, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de présenter une perspective sur les grands événements sportifs internationaux et notamment de faire une rétrospective un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières années, parce qu'on a entendu plusieurs choses et de vous présenter un petit peu le fruit de mes recherches, puisque j'ai 2 publications dans des ouvrages collectifs qui sont imminentes sur ces sujets-là. De manière plus générale, je m'intéresse particulièrement à la gouvernance du sport, notamment avec un tropisme sur l'onglet international et aussi de par mes travaux sur les questions de lutte antidopage dans le sport. Mais ça, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les grands événements sportifs et les droits humains que j'ai proposé à Samuel et Eric de traiter. Alors, petit avertissement avant, lorsqu'on parle de droits humains aujourd'hui, lorsqu'on parle de droits humains, on a une acception assez large des droits humains. On parle non seulement des droits fondamentaux de la personne, mais on va aussi l'étendre aujourd'hui à ce qu'on appelle des droits de nouvelle génération et notamment au droit à un environnement sain. Donc, on va voir un petit peu si finalement les grands événements sportifs prennent en compte la protection et le respect des droits humains selon les standards internationaux en vigueur ou s'ils n'en prennent pas compte ou si finalement il y a un petit peu ce qu'on peut appeler un human rights washing. Alors, et vous m'excuserez l'anglicisme, mais finalement, ou si les grandes fédérations sportives internationales utilisent des normes en matière de droits humains sans forcément les rendre effectives. C'est un petit peu l'idée, du moins la thématique qui va être celle qui va nous occuper aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui est bloqué pour mon slide, ça commence bien. Alors, laissez-moi 2 secondes. C'est bon, c'est débloqué. Donc, l'objectif de la conférence, c'est une petite mise en contexte que je vais faire. Je vais vous présenter le cahier des charges des grands événements internationaux. On va discuter aussi les réactions qui ont eu cours au Canada à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin et de la Coupe du Monde de soccer à l'automne dernier. Et enfin, on discutera peut-être aussi des implications pour le sport au Québec, parce que je pense que c'est important de ramener ça aussi bien à nos athlètes et à nos fédérations québécoises, / à nos spectateurs et à nos passionnés de sport, et évidemment échanger avec vous. Vous allez voir, j'ai un propos assez tranché et je suis prêt à accepter toute critique et personnes qui ne sont pas d'accord, etc. Je n'ai pas vocation à avoir la vérité ou à détenir la vérité. La mise en contexte générale d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue médiatique, on l'a entendu aussi souvent de la part d'organisations sportives évoquer un principe qui s'appelle le principe de neutralité du sport. Disant que le sport ne doit pas se mêler de politique. Lorsqu'on lit la littérature afférente et lorsqu'on lit les experts du domaine, on se rend compte que c'est complètement faux, que le sport est tout sauf neutre et qu'il suffit de remonter tout simplement au jeu de l'Antiquité pour se rendre compte que déjà à l'époque, le sport était un véhicule politique. On se rappelle de la trêve olympique pendant laquelle les cités grecques arrêtaient elle, pour de vrai, de se faire la guerre durant les Jeux. Plus proche de nous, le sport a été aussi un vecteur de propagande de la part de certains gouvernements, mais le sport est aussi et surtout un outil de politique publique. Et en principe, le sport est un outil au service du bien-être d'une population avant d'être une compétition. Donc, évoquer la neutralité du sport et l'absence de lien politique entre le sport, en fait, et entre le sport et la politique, lorsqu'on parle de potentielle violation des droits humains, etc., c'est un faux argument. C'est un argument qui a le don de me faire hérisser le poil sur le dos parce que c'est un faux argument. C'est un faux argument. Au contraire, tout est politique. On l'a vu même encore dernièrement avec cette affaire de la joueuse de tennis qui avait disparu en Chine et finalement la médiation diplomatique faite par le Comité international olympique avant les Jeux, avant les derniers Jeux olympiques. Donc finalement, on a un impact politique lorsqu'on fait du sport, voire peut-être même plus que dans d'autres disciplines. Alors, si on poursuit la mise en contexte, je vais présenter ce que j'appelle des paradoxes lorsque j'en parle avec mes étudiants.
ce sont les paradoxes qui sont ceux du Comité international olympique et de la FIFA. Alors, lorsqu'on regarde les images qui sont sur le slide, c'est des captures du site du Comité international olympique postérieurement aux Jeux de Pékin, où on se rend compte que finalement, ici, on nous parle de succès, de Jeux olympiques historiques, de Jeux olympiques incroyables. Donc, finalement, on a un satisfecit général de par le titulaire de droit, le Comité international olympique, qui organise la compétition. Puis, lorsque je me suis amusé à googler les Jeux olympiques et les droits humains, ben, je vais vous montrer ce sur quoi je suis tombé et vous allez voir que là, on n'est plus du tout sur la même chose. Alors, vous m'excuserez, c'est des slides anglophones, mais on se rend compte que finalement, eh bien, dans les médias, la perception n'est pas nécessairement la même. Vous voyez des allusions aux violations des droits humains que peuvent être eh bien, l'intimidation, l'espionnage, le contrôle des médias, la persécution des minorités, des questionnements sur la deuxième image sur le poids écologique des Jeux avec finalement une neige provenant d'un endroit étrange. Et enfin, une dernière catégorie où on a une allégorie finalement qui renvoie aux millions de personnes de minorités ouïghours qui sont emprisonnées en Chine en raison de leur appartenance à une ethnie, et qui font aussi l'objet de stérilisation forcée, donc ce qu'on appelle dans notre domaine un génocide, qui est le crime des crimes par excellence lorsqu'on parle de criminalisation. Alors maintenant, on va se transporter du côté de la FIFA pour voir si on est du même niveau. Alors la FIFA est, pour conjuguer, j'aime bien dire, on conjugue l'injure à l'insulte. Selon la Coupe du Monde et selon un sondage administré par la FIFA postérieur à la Coupe du Monde, eh bien, la Coupe du Monde 2022 a été, selon la FIFA, la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Alors, la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, on a quand même eu, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, des accusations sérieuses quant à des violations des droits des travailleurs migrants avec un nombre de morts sur les chantiers assez important, avec des questionnements relatifs aux droits des minorités LGBTQ+, et à l'interdiction même des rapports LGBT, des rapports entre personnes de même sexe au Qatar. Il faut savoir que ça vaut de la prison, voire même à l'interdiction par la FIFA à certaines sélections de porter le brassard aux couleurs arc-en-ciel, le brassard aux couleurs des minorités sexuelles. D'ailleurs, c'est assez paradoxal cette interdiction puisque la FIFA aujourd'hui oblige les capitaines des équipes nationales à porter un certain nombre de brassards et le brassard couleur arc-en-ciel fait partie des 7 brassards qui sont recommandés par la FIFA. Donc, et on a une photo ici de l'équipe allemande qui, en termes de protestation, eh bien, les joueurs se sont mis la main sur la bouche lors de l'hymne national. Donc finalement, on se rend compte que, un petit peu paradoxal, il y a une sorte de paradoxe entre les affirmations de la part des titulaires de droit, donc le CIO ou les grandes fédérations internationales, et ce qu'on peut trouver assez facilement dans l'opinion publique et dans les médias. Alors, tout ça vient nous questionner, vient questionner la société. Vient questionner aussi et surtout les sociétés occidentales. Il ne faut pas se leurrer, le débat n'est pas le même si vous déportez au Moyen-Orient, si vous déportez en Asie, si vous déportez en Afrique. Le débat n'est pas nécessairement le même et pour des questions de priorité, d'intérêt, de perception aussi. Mais il y a quand même un élément majeur ici en termes d'acceptabilité sociale des événements par les populations et notamment par les populations occidentales lorsqu'il s'agit de confier l'organisation d'un grand événement à un pays ou à une ville. Rappelons-le, l'organisation d'un événement n'est pas que, et d'événements comme la Coupe du Monde de soccer ou les Jeux olympiques, n'est pas que l'organisation d'une compétition, c'est aussi un formidable outil de marketing et de publicité pour le pays hôte.
On est très fiers d'accueillir prochainement la Coupe du monde de soccer au Canada, malheureusement pas au Québec, mais c'est aussi un outil de promotion pour des installations, pour un savoir-faire, pour une région, pour un tourisme et pour un sport dans une région déterminée. Donc, il y a ces éléments-là qui sont aussi à prendre en compte. Face aux critiques qui ont été très, très fortes depuis 2012, en fait, depuis les Jeux olympiques d'été de Pékin de 2012, le Comité international olympique a réagi un petit peu tardivement en adoptant une stratégie 2030 qui s'est manifestée dans un nouveau contrat de ville hôte des Jeux olympiques à partir des Jeux olympiques de Paris de 2024. Alors, vous me direz, c'est un peu tard, j'en conviens, mais j'ai pu me procurer le contrat de ville hôte et je vais vous montrer certains éléments que je vais discuter avec vous. Alors, c'est intéressant parce que ces dispositions n'existaient pas auparavant dans le contrat de ville hôte, c'est-à-dire que jusqu'aux derniers Jeux olympiques de Pékin, il n'y avait aucune obligation en matière de respect des droits humains qui pesait sur le pays hôte. Il n'y en avait aucune. Donc, il y avait finalement, le CIO n'était en droit de rien exiger. Ici, alors, je vous les ai pointés en vert. Il y a 3 éléments que je considère importants. Et avec un rappel particulier à l'article 13.2.a, où finalement le CIO rappelle l'interdiction de toute forme de discrimination dans le cadre de l'organisation des compétitions, mais nous fournit aussi au point B un catalogue. Alors d'ailleurs, vous regardez, on parle de droits de l'homme, on ne parle pas de droits humains ou de droits de la personne, donc on est dans une conception d'ailleurs un petit peu ancienne au niveau du narratif. Mais il y a un catalogue extrêmement large, d'une manière conforme aux accords internationaux, lois et règlements applicables dans le pays hôte. C'est une acception extrêmement large de ce qui est applicable, y compris les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. J'y reviendrai. Donc, le catalogue est extrêmement large. Et deuxièmement, on confie à une commission de coordination, donc c'est la commission interne au Comité international olympique, de vérifier cette conformité. Alors, première question, 3 questions qui sont soulevées par cette clause. Alors, 3 questions que je vais discuter avec vous. Premier élément, est-ce que toutes les parties sont liées? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux olympiques, lorsqu'on accueille les Jeux olympiques, ça implique plusieurs niveaux. Ça implique la ville hôte, ça implique le comité national olympique et ça implique le gouvernement. Toutes les parties sont liées par ce contrat. C'est-à-dire que peu importe que ce soit le gouvernement, la ville ou le comité olympique qui agissent, toutes les parties sont liées. Alors, quels sont les droits humains protégés? C'est un catalogue extrêmement large. Si on parle des accords internationaux qui lient les pays, alors il faut examiner les accords internationaux qui lient le pays qui accueille les Jeux. Mais en général, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez minimalement, le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966. Donc, vous avez un catalogue de droits qui vont du droit des élections libres, du droit de manifester, de la protection de la vie, de la protection de l'environnement aussi, du droit à un environnement sain, etc., qui sont prévus par ce catalogue de droits. L'élément où là, le questionnement c'est que le contrôle n'est fait qu'en interne au Comité international olympique. Moi, je ne suis pas expert de droits humains. Au Comité international olympique, les gens de la commission de coordination, ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'organisation des Jeux. Moi, la question que ça me soulève, c'est comment est-ce qu'une personne qui est membre du Comité international olympique est capable de s'assurer que la France, le Canada, la Chine ou un autre pays respectent les engagements internationaux en matière de droits humains. Moi, les engagements internationaux du Canada en matière de droits humains, je ne les connais pas tous. Et il y a des organes des Nations Unies qui sont spécialistes de cette supervision-là. Donc, moi, mon premier questionnement, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé au Comité international olympique, pourquoi est-ce que le Comité international olympique ne s'appuie pas sur ce qui existe? C'est une première réflexion. Que peut faire le Comité international olympique en cas de violation des droits fondamentaux ou en cas de violation qu'il estime inacceptable? L'organisation d'une grande compétition sportive, ou d'une compétition sportive tout court, mais les Jeux olympiques particulièrement, la Coupe du monde de soccer, c'est comme un avion qui est en phase de décollage. Un avion en phase de décollage à l'aéroport, il peut s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait franchi une certaine vitesse qu'on appelle V1. V1, c'est la vitesse où l'avion est obligé de décoller, même si ses 2 moteurs ils sont en feu. Une fois que les Jeux olympiques sont octroyés, en général, au bout d'un an après l'octroi des Jeux, c'est-à-dire qui est fait très, très en amont, qui est fait en général au moins 4 à 6 ans en amont, eh bien, au bout d'un an, vous êtes déjà à V1. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de décoller, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix que de confier l'organisation des Jeux à ce pays-là.
Et c'est là que le contrat de ville hôte, finalement, est extrêmement flou, parce que la seule possibilité qu'aurait le Comité international olympique, c'est de retirer l'organisation des Jeux à ce pays-là. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est finalement, ici, quand on regarde la clause, elle est rédigée dans des termes très généraux. Il n'y a pas de dispositions qui mettent en œuvre un contrôle effectif et il n'y a pas de moyen de tordre le bras au pays hôte pour qu'il se conforme à ses engagements. Donc ça, c'est un gros irritant lorsqu'on regarde le contrat de ville hôte. Maintenant, au niveau de la FIFA, qu'est-ce qu'on a retenu? On a pris une approche complètement différente. Et encore ce matin, j'étais sur le site de la FIFA et c'est assez intéressant de voir que la page relative aux droits humains n'a pas été mise à jour depuis 2017. Alors, les deux dernières Coupes du Monde, 2018 Russie, 2022 Qatar, on s'entend que c'est des pays qui ont une pratique, quand on regarde les organes des Nations Unies, qui ont une pratique en matière de violation des droits humains qui n'est pas tout à fait saine et qui n'est pas la plus exemplaire. Alors, la FIFA, elle, n'inclut pas de clause spécifique dans son contrat d'octroi de la compétition, mais renvoie finalement à sa politique en matière de droits fondamentaux, qui est prévue par l'article 3 de ses statuts. La FIFA s'engage à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits. Alors, on rit un peu jaune parce que ce que j'ai copié, ce qui est affiché, c'est une simple copie de ce qui est pratiqué par la FIFA et de ce qui est affirmé par la FIFA. On nous annonce qu'il y a eu un système d'antidiscrimination dans le cadre de matchs de qualification pour la Coupe du Monde en Russie 2018. Je vous rappelle que quelques semaines avant l'organisation de la Coupe du Monde, eh bien, les lois à l'égard des relations sexuelles à l'égard des personnes de même sexe ont été durcies par la Russie, première chose. On nous parle de mécanismes de surveillance, d'application des droits bailleurs sur des sites sur la construction des stades de la Coupe du Monde de FIFA, de la Coupe du Monde 2018 et 2022. On rappellera à minima plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts dans des conditions de travail désastreuses, condamnées par l'Organisation internationale du travail, donc par les Nations Unies, dans le cadre de la Coupe du Monde au Qatar. Et enfin, on nous parle d'une création d'un Conseil consultatif de droits de l'homme, conseil qui n'est qu'en consultatif et qui n'a aucun pouvoir coercitif. Donc ici, on peut réellement se questionner. Et finalement, de manière sous-jacente, trois questions auxquelles j'ai déjà un peu répondu. Est-ce que cette politique est contraignante? Non. Est-ce qu'elle est effective? Non. A-t-elle fait l'objet d'une mise à jour? Non. Pire encore, puisque la FIFA parle de revenir sur sa politique en matière de droits humains. Donc, on est vraiment sur un tableau des horreurs. Alors, rappelons-le, puis je vais revenir juste sur les deux exemples. Puis on est en présence ici, quand on parle du Qatar et de la Chine, de deux pays dont des violations sont particulièrement graves. La Chine, on parle à l'endroit de la Chine d'accusations de génocide. Le génocide, c'est interdit très largement en droit international. C'est une des normes, ce qu'on appelle nous une norme indérogeable auquel aucun pays n'a le droit de déroger. Et le génocide, c'est tout simplement annihiler une population en raison de ses opinions politiques, soit de ses opinions politiques, de sa race, de sa couleur de peau, de sa religion. En Chine, et c'est documenté par les Nations Unies, par plusieurs experts, il y a plusieurs rapports des Nations Unies, des rapports d'ONG aussi, où on est en présence d'un génocide à l'égard d'une minorité, la minorité ouïghour, une minorité musulmane, qui est déportée, qui se voit interdire d'exercer certains emplois et dont les femmes font l'objet d'un programme de stérilisation forcée. Donc, on est vraiment en présence du crime des crimes. C'est documenté, c'est sourcé. Première chose. Lorsqu'on parle du Qatar, on est dans des conditions de travail qui s'apparentent ou qui se rapprochent à de l'esclavage moderne. Des travailleurs qui se voient confisquer leur passeport à l'arrivée, qui se voient pieds et poings liés avec un travailleur et qui se voient hébergés dans des conditions d'hébergement déplorables, qui se voient faire des cycles de travail énormes et qui se voient empêchés de rentrer chez eux, même s'ils le souhaitent, par le système de la kafala, puisque c'est leur employeur qui détient leur passeport. Donc, et même si le Qatar a annoncé adopter des lois plus favorables aux travailleurs, on se rend compte que d'un point de vue effectif, lorsque les missions des Nations Unies sont allées sur place, rien n'a changé.
Rien n'a changé. Donc finalement, on est ici dans un système où il y a des violations extrêmement importantes des droits humains. Je ne parle pas de petites violations, je ne parle pas d'une restriction du droit de manifester, etc. Je parle vraiment de violations qui sont juridiquement considérées parmi les plus graves. Esclavage, génocide. On en a 4 ou 5 de normes comme ça en droit international qui sont considérées comme étant les plus importantes. Alors, réaction au Canada. Réaction au Canada. Donc, est-ce que finalement, notre pays progressiste et exemplaire en matière de droits humains a été si exemplaire dans ses réactions? Alors bon, je vous rappelle que Ottawa a quand même annoncé, le gouvernement a boycotté diplomatiquement les Jeux Olympiques de Pékin. Donc, un boycott diplomatique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de ne pas envoyer de diplomates lors des cérémonies. Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien a annoncé ne pas boycotter et a envoyé des athlètes. D'ailleurs, aucun comité olympique ni comité paralympique n'a appelé au boycott, à ma connaissance. Et on a certaines organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch qui ont dénoncé le commanditaire, qui ont dénoncé le silence des commanditaires des Jeux de Pékin. Et ici au Canada, des commanditaires de certains équipements. Je vous rappellerai, ça pourrait ouvrir sur une discussion, par exemple, que la baie d'Hudson qui équipe, je pense que c'est la baie, alors je dis peut-être une bêtise, mais que l'équipementier de l'équipe nationale canadienne a été accusé non seulement pour son silence et son mutisme, mais aussi et surtout parce qu'on a découvert que les tenues des athlètes étaient produites en Chine, dans la province du Xinjiang, dans laquelle on sait que se passe un génocide. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on pourra discuter peut-être sur les chaînes d'approvisionnement au niveau local, tant pour les clubs que les fédérations, qui peuvent être un élément à travailler et qui peuvent être intéressants. Au niveau des athlètes, quasiment aucun athlète n'a pris position. On a quand même un ancien athlète qui a pris position, Jean-Luc Brassard, dans les médias assez fortement, en critiquant justement le comité olympique canadien, le comité paralympique canadien, et en critiquant aussi les athlètes canadiens pour leur silence. Alors, si on va un petit peu maintenant, on retourne au Moyen-Orient, si on va au Qatar, l'équipe nationale canadienne, silence radio des joueurs, rien à dire. Et Soccer Canada a publié une déclaration sur son site web qui a été quelque peu reprise dans les médias sur les droits des travailleurs et l'inclusion au Qatar, mais ceci s'est arrêté là. Il n'y a rien eu d'autre. Alors, il y a eu, donc, piste pour la discussion et je vais ouvrir avec vous et volontairement, je ne vais pas dans le détail surtout pour maximiser le temps de discussion qu'on aura. Lors de plusieurs conférences auxquelles j'ai eu la chance d'assister ou dans lesquelles j'ai eu la chance de faire des conférences sur les violations des droits fondamentaux qui avaient lieu au Qatar ou en Chine, je me suis fait rétorquer qu'au Moyen-Orient ou en Chine, il y avait aussi des critiques qui étaient formulées à l'égard des prochains Jeux de Paris d'été en 2024 ou encore à l'accueil de la prochaine Coupe du Monde de soccer au Canada, aux États-Unis et au Mexique, au motif que chez nous aussi, il y avait des violations des droits humains. Or, aucun pays n'est parfait en matière de droits humains, ça n'existe pas. Oui, la France a certainement une politique de droits des travailleurs migrants à revoir, ou de droits des migrants de manière générale à revoir, c'est certain. On n'est pas en présence d'esclavage moderne, première chose. Je me suis fait opposer qu'au Canada aussi, il y avait un génocide. Alors je dis oui, la différence, c'est le temps du verbe. En Chine, il y a un génocide qui se passe actuellement. Au Canada, il y a un génocide qui s'est passé. On l'a reconnu, on l'a admis et on est en train d'essayer de réparer les conséquences de nos actes. Donc, il y a des niveaux de gradation et des niveaux de discours qu'il faut comprendre. Et ici, mon propos n'est pas de dire que on ne peut pas chercher un pays exemplaire en matière de droits fondamentaux. On peut chercher à se rapprocher de ce qui se fait de mieux, c'est certain. Mais ici, on était en présence avec la Chine et le Qatar dans des pays qui commettent des crimes parmi les plus importants en droit international. Comme je vous ai dit, il y a 4 ou 5 normes qui sont indérogeables en droit international. L'interdiction du génocide, l'interdiction des crimes de guerre, l'interdiction des crimes contre l'humanité, l'interdiction du travail des enfants et l'interdiction de l'esclavage. Donc, c'est les 5 normes impératives. Ici, on en avait qui étaient violées. Je ne pense pas que le Canada soit dans tout cela. Je ne pense pas que le Canada rencontre ces éléments-là. Et je ne pense pas que la France, pour les prochains Jeux Olympiques, rencontre ces points-là. Alors, est-ce que
les pistes de discussion, arrêtez de penser et arrêtez d'affirmer que le sport est neutre. J'ai expliqué mon point de vue en intro. Et au contraire, le sport n'est pas neutre. Et nous, à notre niveau, comment est-ce qu'on peut agir sur un sport plus responsable? Et je pense qu'au niveau canadien, j'avoue, je n'ai pas fait d'études empiriques là-dessus, on a une responsabilité, un, en tant que citoyen, deux, en tant qu'amateur de sport, en tant que gestionnaire, en tant qu'expert. Et par exemple, on le sait ou on l'oublie parfois, les fédérations sportives provinciales, eh bien, c'est des fédérations sportives provinciales que les fédérations nationales détiennent leur pouvoir. Je dirais, elles n'existent que parce qu'il y a une base de licenciés qui est dans nos provinces. Et il serait peut-être souhaitable qu'il y ait des politiques qui soient adoptées au sein de Soccer Canada, promues par certaines fédérations provinciales, pour finalement avoir des prises de position beaucoup plus fortes, pour ne plus voter pour les compétitions, pour des entités qui ont excusez-moi, j'ai mon chien qui va japper 2 minutes, j'ai ma conjointe qui rentre, donc vous pouvez entendre un petit chien qui jappe, ça va durer 2 minutes. Donc, c'est les aléas de la visio, mais donc, première chose, c'est que les fédérations, que nous, au niveau provincial, en tant que spectateurs, en tant que fédération, on prenne action vis-à-vis des organes de gouvernance du sport au niveau pan-canadien, qui, elles, sont notre relais au niveau international. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi rappeler à nos athlètes, et ça, moi, c'est toujours une de mes grosses frustrations, que nos athlètes sont des exemples sociaux. Et que oui, nos athlètes s'entraînent pour performer, que c'est le but d'une vie, mais que c'est aussi, il y a plein de petits garçons et plein de petites filles et plein d'enfants et plein de passionnés de sport qui les regardent. Et que ces passionnés-là, excusez-moi, je vais m'arrêter 1 minute, je reviens. Le monstre est sous contrôle, je reviens, voilà. Alors, donc, je vous disais, s'organiser avec les athlètes pour justement les sensibiliser et les mobiliser sur ces causes-là. Je veux dire, aujourd'hui, on regarde tous les photos dans les livres d'histoire des athlètes serrant la main d'inter-nazis lors des Jeux de 36, et je ne suis pas certain que s'ils avaient su ce qu'il s'en venait, ils se seraient comportés de la même manière. Au niveau local aussi, ce dont on peut réfléchir, et au niveau local, au niveau québécois, on est quand même assez exemplaire en matière de gouvernance du sport par rapport à ce qui se fait ailleurs au pays. Mais on peut aussi envisager, par des petits pas, à être plus responsable. C'est-à-dire, dans l'achat des chandails de mon club de soccer, m'assurer que les chandails ne soient pas fabriqués en Chine, ou du moins ne soient pas fabriqués dans certains pays. Réfléchir à des circuits courts en matière de chaîne d'approvisionnement lorsque je vais acheter des objets publicitaires que je vais distribuer lors d'une compétition. Et ça, c'est des petits pas qui sont longs, pas compliqués à mettre en œuvre pour être, nous, plus responsables et plus exemplaires. Au niveau international, il y a une certification qui a été mise en œuvre par les fédérations par les Nations Unies pour les fédérations sportives internationales, une certification développement durable. Alors, mais ici, au Canada, on n'a pas grand-chose, mais je pense que cette volonté d'être plus responsable peut aussi passer par nous, en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que gestionnaire de club, de gestionnaire de fédération, et d'aller sur ces éléments-là. Voilà, donc ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous avez appris grand-chose, j'espère. Et puis, dans tous les cas, je suis ouvert aux questions, demandes de précision, échange avec vous, ça va me faire plaisir. Il nous reste, je pense, 25 minutes à peu près. Donc, Samuel, Eric,